Bonjour Albert Dahan, Bonjour. peux-tu te présenter en quelques mots? Ouais, je m'appelle Albert Dahan. Je suis arrivé à Los Angeles à l'âge de 15 ans. J'étais au lycée français à Los Angeles. Voilà. Et je suis là depuis 75, on va dire. Tu es arrivé à 15 ans avec tes parents? Non, je suis arrivé seul et je me suis inscrit à l'école justement pour avoir un visa étudiant. Donc j'ai eu un visa étudiant et bon, je suis resté en classe pendant 2 ans. Et ensuite, on a fait une application parce que j'avais un oncle qui habitait ici. Et à travers mon oncle, j'ai pu avoir une carte verte. Mais tu es venu d'où? Du Maroc, Ok. directement. Et pourquoi à 15 ans partir? Ben, j'étais venu en vacances et puis je suis resté. On avait un oncle qui habitait ici, donc je suis venu en vacances et puis je suis resté. Je me suis inscrit à l'école et je suis resté. Et t'es plus parti. Je suis plus reparti, non. Comment c'était en 75? Ah, c'était la folie. C'était l'époque des hippies, c'était l'époque de. Puis moi, je suis arrivé, je connaissais rien. Mais bon, j'étais mignon à l'époque. Et on venait me chercher. Je rencontrais des filles qui venaient me chercher en Corvette avec les mêmes filles qu'on voyait au cinéma au Maroc. Les belles blondes, elles venaient me chercher en voiture. Et elles avaient toutes des maisons sur les collines. Bon, c'était un peu la folie, quoi. J'étais en classe. En fin de compte, j'étais en classe avec Jodie Foster au lycée français. 15 ans, arrivé à Los Angeles. Ouais. Et qu'est-ce que tu as fait après ces 2 ans d'école? Pas grand-chose. La fête pendant 2 ans. Et ensuite, je me suis mis en business où j'achetais et je revendais. J'achetais des close-out, des fins de série en fin de compte. Des lots. Des lots, exactement. C'était au tout début des designers jeans. Donc il y avait d'abord Chemin de Fer qui était une grosse marque de jeans. Il y avait ensuite il y a eu Sassoon jeans. Ensuite il y a eu toutes les marques des années 80. Chemin de Fer vraiment une des premières marques de jeans designers parce qu'il y avait rien avant. Il y avait Levi's et puis c'était tout quoi. C'était ça pour les jeans. Mais les vrais jeans designers, les vrais jeans pattes d'éléphant et tout ça, c'était une marque qui s'appelait Chemin de Fer, qui d'ailleurs c'était pas un Français, c'était un Suisse qui était ici depuis longtemps, qui avait démarré cette boîte-là et qui était énorme. Sassoon que Paul avait, en fin de compte, dès qu'il avait démarré, c'était aussi, après Chemin de Fer, c'était une des plus grosses marques aussi. Mais je pense que même à un moment, ils ont été plus gros que Chemin de Fer, parce qu'en fin de compte, Sassoon est une des premières marques de jeans qui avait commencé à faire de la pub à la télé. Il n'y avait pas de pub à la télé, surtout de jeans. Ça n'existait pas. Donc c'était la première pub à la télé de jeans. Ils avaient un slogan qui était Ouh là là, ça sonne. C'était catchy. Chemin de Fer, c'était une marque de Los Angeles. Il y avait deux marques en fin de compte de jeans. Chemin de Fer et Ditos. D'ailleurs, tous les films des années 70 que tu vas voir où tu vois toujours des hippies ou des trucs comme ça, que ce soit Woodstock et tout, tout le monde porte tous les pattes d'éléphant et tout, c'est ou Chemin de Fer ou Ditos. Et toi, tu es rentré dès que il Non, a avant monté. Paul. Paul était à New York et lui, il avait démarré, mais après, moi, j'avais démarré avant que Sassoon ne démarre, avec Chemin de Fer d'ailleurs. Et ensuite, ça s'est enchaîné avec Sassoon Jeans. Ouais. Et toi, t'es resté que dans le jean après? J'avais un gros business de jeans. J'avais un dépôt parce que j'ai démarré seul et puis 7 ans plus tard, mes parents sont venus. Donc mon père s'est mis avec moi. J'avais déjà le dépôt à Downtown. Donc mon père s'est mis avec moi. Et puis là, j'ai commencé à fabriquer. Ton père, il faisait quoi? Au Maroc, il était dans la chaussure. Il avait une usine de chaussures. Et t'avais des frères et sœurs? Ouais, ils sont tous venus ensemble. Une fois que moi j'ai eu ma carte verte, ils sont tous venus me rejoindre. Comment t'es passé du visa étudiant à la carte verte? À l'époque, ils donnaient des cartes vertes donc j'avais mon oncle donc c'était un lien de famille. Tu pouvais apply à l'époque. Tu pouvais faire ça. Et c'est ce que t'as fait. Et c'est ce que j'ai fait, ouais. Et donc, une fois que toi, t'as été américain, t'as fait venir ton père, ta mère et Exactement. tes frères et sœurs. Exactement. Et tout Exactement. le monde est là encore aujourd'hui? Ouais. Ok. Et ils sont tous dans les fringues? Non, j'ai un frère dans les fringues, j'ai un frère dans le tech, et ma sœur, elle est dans la fabrication d'enfants. J'ai deux sœurs qui sont dans le même Et business. voilà. Comment ça s'est passé tout le départ du Maroc? Parce que mine de rien, en quelle année? En 75, c'est ça? Ouais. Comment ça s'est passé en 75? Parce que On peut changer ça et dire 79, ça me rajeunit un peu. on peut dire 79. Est-ce que tu veux que je coupe ce petit passage? Ouais, ouais. Non, je veux que tu coupes 75. On va pas Ah, dire 75 parce que je veux pas que les gens calculent mon âge. Je préfère continuer à mentir encore. Un peu. Ouais, coupe ça. ça Bon, sera on va coupé. dire 79, allez. On va dire 79. Voilà. On te fait gagner 4 ans. Voilà, C'est c'est pour déjà moi, pas c'est mal. cadeau. Ouais, merci. J'apprécie. 79. Ouais. C'était pas aussi facile de venir du Maroc
à l'autre bout du monde. Comment ça s'est passé? Comment même tu as convaincu tes parents à 15 ans de pouvoir. Ben parce que comme on avait un oncle ici, comme on avait C'était déjà rassurant. c'était rassurant. Et puis bon, je suis arrivé en vacances, tu vois, c'était pour eux, c'était tu vas en vacances Ouais. pour 2 semaines et tu reviens. Et puis bon, c'était l'Amérique quand même. Mais est-ce qu'en 79, l'Amérique était pareil? Tu veux que je te donne cette version-là ou tu veux que je te donne parce que j'ai une autre version que je raconte à tout le monde. Moi, je veux toutes les versions. Ah non, parce que j'ai une très bonne version. J'ai une meilleure, c'est ce que je raconte à tout le monde. Mais il faut que tu coupes tout ça alors. Ok, je garderai tout ça dans ma tête et donne-moi une autre version. Non, je vais te donner la version que je donne à tout le monde. Je dis que à 18 ans, j'ai rencontré une fille Ok. à Casablanca qui était mannequin et qui était signée avec une agence de mannequins à Paris. C'est plus sympathique comme histoire. Ça fait plus rêver. Ça fait plus rêver. Elle a signé avec une agence de mannequins à Paris. Elle a fait un photoshoot. Ils sont venus faire un shoot à Casablanca. Je l'ai rencontrée là-bas et on est venus ensemble. Donc d'origine américaine. Elle, une américaine, ouais. Et elle habitait au Tennessee. Donc je suis resté avec elle au Tennessee. Mais à l'époque, moi je parlais pas un mot d'anglais. Elle parlait un peu français. Donc le Tennessee, ça m'a pas plu. Donc je lui ai dit, je vais aller à Las Vegas pour 3 jours. Et j'ai été à Vegas et je suis resté 3 ans. Donc ça, c'est la version. Ça, c'est la version officielle. Donc toi, mine de rien, à 15 ans, c'est déjà une nouvelle. En 79. Oui, 79. 15 ans, 79. Évidemment. Mais maintenant, on peut mettre 85. Hein. Non, non, ça, on va pas faire l'obsède, on va pas. Je suis venu à Los Angeles. Après Vegas, les 3 ans. Ouais. Ok. Après les gars, je suis venu à Los Angeles. Et à Los Angeles, voilà, j'ai rencontré ce mec dans une soirée qui avait cette marque chemin de fer. Ok, le Suisse. Le Suisse que j'ai rencontré, qui parlait un peu français. Il parlait pas très bien français, mais il parlait français. Et puis il m'aimait bien. Bon, je l'avais rencontré dans une soirée et on avait fait plusieurs soirées ensemble. Et voilà, et c'est lui en fin de compte qui m'a aidé à me mettre en business, qui m'a dit, écoute, prends un dépôt, je co-signe pour toi le lease, et mets-toi là-bas, je t'envoie de la cam, j'ai une marque de jean qui est très très chaude, et puis voilà, je t'envoie, tu Mais vends. t'avais un Tu m'appelles. partenariat avec lui alors, avec Chemin de C'était Fer? pas vraiment un partenariat, c'était pas un partenariat, c'était, il m'a mis en business en fin de compte, parce que lui, ça l'arrangeait aussi, parce qu'il avait quelqu'un qui pouvait vendre de la cam pour lui en close-out. Lui, il vivait pas ici. Lui, il vivait ici, oui, Il oui. vivait ici. Oui, oui, oui. Lui, il vivait à Beverly Hills. Il avait une grosse baraque à Beverly Hills. C'était une des premières grosses marques de vêtements à Los Angeles. Comment t'as fait rentrer ton père? En fin de compte, on avait un dépôt, un grand dépôt, et on faisait venir. Moi, j'achetais de la cam. Au début, j'avais commencé qu'avec lui, qu'avec Chemin de Fer. Donc, c'était la seule marque au début. Ensuite, ça a été Sassoon. Ensuite, ça a été toutes les autres marques des années 80, Gloria Vanderbilt, Calvin Klein, mais spécialisé dans le jean. Des stockages de jeans en fin de compte. Voilà ce que c'était au début. Donc moi j'étais déjà dans ce business. Donc quand mon père est venu, il s'occupait lui du dépôt. Moi j'ai commencé à fabriquer. Donc je fabriquais de la cam aussi. Je fabriquais des sweatshirts, je fabriquais des jeans, je fabriquais un peu de tout quoi. Ça a duré à peu près 10 ans toute cette histoire-là de jobbing. Ça s'appelle faire du jobbing en fin de compte. Ok. C'est du cash and carry. C'est un peu comme au sentier. Donc c'était au tout début de cette manière de faire du business à Los Angeles. Donc c'était au tout début. Ouais, ça a duré à peu près 10 ans. Et après 10 ans? Après 10 ans, bon, j'ai fait ma propre marque. Donc j'ai eu de la chance parce que j'étais le premier à sortir. Il y avait à sortir des robes froissées. Il y avait Une mode. une mode de robes froissées. Donc, qu'en fin de compte, et c'est marrant parce que ma sœur qui est devenue religieuse, elle n'était pas religieuse à l'époque. Elle était super punk rock. Avec elle, on a démarré une ligne de robes froissées qui est devenue, qui s'est avérée être une grosse marque en fin de compte après. C'était quoi la marque? Ça s'appelait NC Love. Ok. NC-17 et NC Love. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que ça a marché pendant 6-7 ans ici. Et un jour, j'ai un très bon ami à moi qui habitait ici, qui voulait rentrer en France, et qui m'a dit, écoute, je vais rentrer en France, j'aime bien ce que tu fais, laisse-moi les distribuer là-bas. Je vais les distribuer, je vais voir ce que ça donne. Et en fin de compte, ça a cartonné en France pendant peut-être 2 ans avec. Donc, c'était des robes qui se vendaient au détail ici à $60 au détail, mais en France, elles étaient à $400 aux Galeries Lafayette, au Bon Marché. Et qu'est-ce que t'as fait après? Moi, je suis toujours resté pas dans les jeans, mais dans la fabrication. Donc ça. Ensuite, j'ai commencé à faire du private label dans les robes pour des chaînes de magasins comme le Limited Group et tous ces gens-là. Donc ça, j'ai fait ça pendant
4-5 ans. Ensuite, je suis rentré dans le groupe avec Hubert et Paul. Hubert avait une très grosse affaire de fabrication de jeans basée au Mexique. Et ensuite, mon frère Joe a démarré Joe's. Joe Jeans. Joe Jeans, exactement, qui était au début parti pour être une compagnie publique. De toute façon, c'était mis dans une compagnie publique et bon, tout le monde avait du stock dessus. Et c'est devenu une grosse boîte qui a duré peut-être, je dirais, presque 20 ans. Qui est plus aujourd'hui? Non, qui est toujours aujourd'hui. Nous, on n'est plus involved dedans, mais oui, la boîte existe toujours. Et donc toi, tu travailles avec ton frère? Pas vraiment, un petit peu, mais pas vraiment. Mais moi, j'avais démarré une autre affaire qui s'appelait Danang, qui avait très très bien marché avec un associé, avec un ami à moi. On rentre associé, ça a marché pendant 15 ans, on a fait ça. J'avais vu une fois dans ton bureau que tu avais un American Vintage. Ouais, alors American Vintage, c'est pas moi, c'est un cousin à moi qui a démarré, un petit cousin à moi de Marseille, qui a démarré American Vintage. Et nous, on faisait la distribution ici. Moi, je faisais la distribution pour American Vintage aux États-Unis. Ok, ça a bien marché un peu. Ouais, ça a très bien marché. C'est une très bonne marque. C'est un mec extraordinaire, lui. Lui, personnellement, c'est un mec extraordinaire. Et la marque est extraordinaire aussi. C'est un bosseur. Donc, il a vraiment fait. C'est une belle réussite d'affaires et une belle réussite en tant qu'homme lui-même. C'est un mec super bien. Tu t'es marié entre-temps? Tu as des enfants? Plusieurs fois. Ouais. Donc tu as combien d'enfants? J'en ai 3. J'en ai 2 d'un premier mariage, un d'un deuxième mariage. D'ailleurs, mon fils, qui est mon plus jeune fils qui a 20 ans, quand il a fini high school ici, il est né ici, sa mère est française. Ok. Elle est normande. Quand il a fini high school ici, il était accepté dans tous les collèges. En Amérique, il a décidé d'aller à Sciences Po, Paris? à Paris, pour apprendre le français pour aller là-bas. Donc, il a fait 2 ans à Sciences Po, et là, il est à Columbia University à New York. Donc il est toujours étudiant. Toujours étudiant, ouais, il a 20 ans. Et tes autres fils? C'est eux qui ont Instabrand. Ils ont eu un lawsuit avec Facebook qui a duré peut-être 3 ans. Parce que le jeu de mots? Parce que Insta, ils leur ont fait enlever le mot Insta, donc ça a coûté une fortune et ça leur a pris 3 ans de lawsuit. Ils ont settle avec Facebook et en partie ils ont changé le nom à Open Influence. La boîte elle s'appelle Open Influence maintenant et ils ont Facebook comme client. Ça faisait partie du settlement. Ils ont des bureaux ici, ils ont un bureau à New York, ils ont un bureau à Londres, ils ont un bureau à Milan qui marche très bien, ils ont un bureau à Hong Kong. Non, ils se débrouillent bien. Ils sont bien dans leur niche market de influencers qu'ils font. Donc ici des influenceurs et ils marketent. Ouais. Donc ça c'était 2 fils. Le troisième il est Il est à l'école. Ouais. Et c'est tout? Et c'est tout. Tu veux que je t'en sorte d'autres? Est-ce que tu conseillerais aujourd'hui à des francophones de s'installer aux États-Unis? C'est une question un peu compliquée parce que, en fin de compte, ça dépend. Ça dépend quel âge ils ont. Ça dépend s'ils ont une famille ou pas. Ça dépend ce qu'ils ont là-bas. C'est-à-dire, c'est pas le Eldorado. C'est-à-dire, c'est difficile. C'est pas facile. Mais bon, ça dépend si le mec il est entrepreneur, si le mec il a des responsabilités, il a une famille ou pas. Tu sais, moi j'ai toujours dit aux Français qui viennent ici, c'est ça. Même surtout ceux qui ont fait du business en France et qui ont gagné de l'argent en France, tu vois un requin venir, tu sais à quoi ça ressemble. Il est long, il a un aileron, tu sais que c'est un requin. Tu viens ici, tu sais pas à quoi il ressemble le requin. Le requin, il est rond. Donc tu t'approches, il ouvre la bouche et il te bouffe. Donc tu sais pas, tu es dans un milieu qui est pas familier. Tes points de repère ne sont pas les mêmes. Si tu comprends ça, ça peut aider. Mais il y a beaucoup de gens à qui il faut, moi, mon expérience des gens qui sont venus de France ici, il faut bien 2 ans, 3 ans pour s'habituer au terrain. Est-ce que toi tu conseillerais de devenir jeune, célibataire, plutôt qu'un peu plus âgé et marié? Oui, je pense que déjà jeune célibataire, c'est beaucoup plus facile de toute façon parce que tu es beaucoup plus malléable, tu vas apprendre la langue beaucoup plus rapidement, tu vois, c'est en plus bon pour les jeunes, le monde c'est ici, c'est-à-dire c'est qu'un jeune il soit à Paris ou à Marseille ou à Londres ou à Copenhague ou ici, c'est pareil, ils ont les mêmes intérêts, c'est presque devenu un langage commun pour des jeunes, tu vois. Tu vois par exemple mon fils qui est né ici, qui a été à Paris et qui s'est retrouvé avec des jeunes de son âge, c'était pas tellement
différent. Ouais. Tu vois, c'était pas tellement différent. Ils écoutent la même musique, ils ont le même, c'est-à-dire ils ont le même. Donc oui, je pense que pour un jeune, c'est beaucoup plus facile. D'ailleurs, j'ai un petit jeune qui est à la maison chez moi là, en ce moment, qui est arrivé il y a 3 jours, qui lui aussi a fait Sciences Po avec mon fils et qui est à Columbia University avec lui maintenant. Et qui fait un stage de 1 mois pour Canal, Studio Canal ou je sais pas quoi ici. Donc il est là et lui il veut faire du cinéma, donc il va s'installer ici. Mais bon, il est jeune, il a l'air de parler l'anglais couramment, tu vois. Il est motivé. Il est motivé et puis il en a rien à foutre de galérer, c'est-à-dire c'est là où on galère de toute façon. Ouais, c'est le but. C'est le but. Et puis, il a pas de, bon, il est jeune, il a 20 ans, il a pas de responsabilité. Donc, c'est autre chose. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est compliqué, ça dépend. Le mec, si un mec qui vient ici avec une femme et 3 gosses, il a une responsabilité. Et s'il a pas pris ses précautions pour être, tu vois, pour avoir de l'oseille devant lui, pour pouvoir soutenir le temps qu'il faut c'est plus compliqué. Venir à 15 ans en 79 et venir à 15 ans en 2021, est-ce que aujourd'hui c'est plus compliqué, plus facile? Je pense que c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile parce que aujourd'hui, comme je te disais, tout le monde est sur Instagram, tout le monde est sur Facebook, tout le monde est sur TikTok, tout le monde sait tout. Ouais. Ils sont là. Tu lui poses une question, il sait pas, il a Google en 2 minutes, il a la réponse, il a le GPS pour aller marcher partout, il a accès à Uber, tout ce genre de trucs que nous on n'avait pas. Tu vois, qu'il faut apprendre sur le terrain. Donc qu'il soit là ou à Lyon ou n'importe où, c'est pareil. C'est beaucoup plus facile. Donc oui, je pense que oui. Écoute, moi j'avais un bureau à Paris pendant 10 ans. Mon plus gros problème, on avait 6 personnes qui travaillaient dans le bureau, des super intelligents, tous. Ils ont fait des écoles, ils étaient jeunes, mais ils étaient super intelligents. Le problème, c'est qu'ils passaient plus de temps à t'expliquer comment tu pouvais pas faire quelque chose plutôt que comment tu peux le faire. Et ça m'avait choqué parce que moi j'ai pratiquement grandi ici et les Américains ils ont pas cette mentalité. Il va essayer de t'expliquer comment tu peux le faire, mais il va pas t'expliquer pendant 3 heures comment tu ne peux pas le faire. Donc si les mecs ils viennent, ils sont entrepreneurs et ils veulent faire quelque chose et être entrepreneurs, je pense que ici c'est beaucoup plus facile. Mais le seul problème, c'est qu'ici, tu n'as pas de filet. C'est ça. Donc c'est de la haute voltige sans filet. Là-bas, tu as des aides. Bon, les gens qui viennent de France, par exemple, ils ont leur famille, ils ont leurs amis, ils ont leur point de repère, ils ont l'aide de l'État. Je sais que tout le monde la grogne et tout, mais bon, ils sont là quand même quand Oui. tu as besoin. Ici, il n'y a rien, il n'y a pas de filet. Donc là, ici, tu fais de la gymnastique en hauteur sans filet. Et la chute peut être fatale. Oui, ben oui, parce qu'il n'y a personne pour t'aider. Alors qu'en France, bon, les gens, ils ont un support system. Et de toute façon, je vais te dire, le truc le plus difficile que j'ai vu, moi, de tous les Français qui sont venus ici, que j'ai vu passer, c'est le manque de support system. Même si c'est un système de support qui n'est pas vraiment, c'est-à-dire c'est l'illusion d'un filet, l'illusion, elle est calmante. C'est-à-dire, le mec, il habite à Paris, par exemple. Bon, il a des cousins, il a des cousines, il a une famille, il y a un support système. Il y a un entourage, il y a des amis d'école, il y a quelque chose, tu vois, il y a un support. Ben, quand tu viens, il y en a beaucoup, quand ils viennent ici, ils sont seuls. Il y a personne, tu vois. Donc, c'est un peu plus difficile. Bon, après, il y a aussi que ça dépend de ta personnalité. Parce que, si par exemple tu peux atterrir à New York, tu peux aller à Los Angeles, tu peux aller à Miami. Mais c'est 3 villes complètement différentes. C'est comme si tu es dans 3 pays différents. Donc il faudrait choisir la ville qui s'adapte à ta personnalité. En tout cas, merci Albert. Ben écoute, de rien. J'espère que je ne les ai pas découragés. Chut, ne venez pas.